Bonjour à tous mes amis, qu'ils soient de partout en Afrique. Je prends la parole par rapport à deux éléments qui me préoccupent et qui m'ont interpellé suite à la petite interview qu'a donnée le président Alassane Ouattara à sa sortie de l'Élysée d'une rencontre nocturne avec Macron, le président de la République française. Il a répondu à des questions posées par les journalistes sur le parvis de l'Élysée. Et parmi les réponses qu'il a eu à donner, il y a une réponse qui m'a beaucoup interpellé, car c'est vrai, il a donné des titres qu'il a eu à occuper dans la vie comme étant titulaire d'un doctorat ou d'un PhD en droit, en économie. Il a eu à gérer la BCAO, il a eu à gérer des grands postes. Donc sur la question de la monnaie ici, il connaît. Bon, moi je pars du principe qu'il connaît que ce qu'on lui a appris à l'école. Donc ça fait deux choses différentes. Si connaître et connaître ce qu'on m'a appris à l'école, qui est un canevas bien tracé, bien précis, qui ne change pas d'ailleurs, qui ne fait que réciter ce qu'on t'a appris à l'école. Sur ce, donc, on va analyser ce qu'il a dit pour justement savoir si ce qu'il a dit tient la route ou non. Car après lui, d'autres éminents professeurs d'économie l'ont contredit et ont trouvé que ce qu'il disait était loin d'une réalité certaine. On lui a posé la question sur le franc CFA. Encore une fois, il a donné la même réponse. Il avait un moment répondu au cours d'une interview avec TV5 Mon Afrique que lui étant gouverneur, quand il a été gouverneur de la BCAO, il n'a jamais vu de blanc dans les couloirs de la BCAO. Donc c'est l'histoire de il y a des blancs qui gèrent la BCAO, c'est des histoires. Je vais le ramener aux accords de l'UEMOA avec le gouvernement français par son ministère de l'économie et des finances, où il est écrit noir sur blanc, au titre 3, je pense, de la composition du conseil d'administration. Le pays qui garantit la monnaie et sa convertibilité occupe pour l'Afrique de l'Ouest un siège, pour l'Afrique centrale 2 sièges, et pour l'Afrique et pour la BCC, la Banque centrale des Comores, je pense 3 sièges. Donc je ne sais pas que s'ils pensent que quand on dit blanc, c'est la couleur de la peau, mais les gens font référence à la nationalité française en fait. Ça veut dire que quand on dit un blanc siège au conseil de la BCAO, on veut dire que un membre du gouvernement français est nommé au conseil d'administration. Il peut avoir la peau noire, ça c'est autre débat. Mais dire qu'il n'a jamais vu de français dans le couloir de la BCAO pour parler de la monnaie, alors que les textes sont clairs et nets que le conseil est formé des pays membres et d'un membre pour la BCAO issu de la République française, de 2 pour l'Afrique centrale et de 3 pour la BCC, pour la Banque des Comores. Sur ce donc, on va avancer sur ce qu'il a eu à répondre. Une monnaie se porte bien selon lui parce qu'il maîtrise le taux d'inflation et il a des réserves d'échange qui lui permettent d'importer pour des mois, pour les 8 pays de la BCA, de la zone UEMOA. Donc, il veut nous faire comprendre qu'on a tellement d'argent qu'on a une capacité d'importation très élevée. Ma question première aux économistes et surtout au président Alassane Ouattara est: qu'importons-nous réellement? Nous importons avec notre argent que des besoins de première nécessité. Ce qui doit être le contraire. Nous devons plutôt produire les besoins de première nécessité, non les importer. Tout pays qui se permet d'importer les besoins de première nécessité est un pays qui a échoué. Quand tu fais dépendre ton assiette de l'extérieur, tu as échoué. Ce n'est pas une fierté pour moi en tant qu'Ivoirien de dire que mon assiette est garnie par le monde extérieur. Ce n'est pas une fierté du tout, c'est un échec. La capacité à importer peut dire que la santé économique est bonne. Mais j'ai constaté avec désarroi que la Côte d'Ivoire en 2011, juste après les élections, c'est déjà bouclé, donc juste avant les élections, mais ça a été signé après. Après le PPTE obtenu, était à 2400 milliards de toutes dettes cumulées, internes comme externes. À ma grande surprise, quand je regarde il n'y a pas longtemps, nous sommes à plus de 11 200 milliards de dettes cumulées, internes comme externes. C'est trop. Ça veut donc dire que notre croissance, dit chaque fois, n'est rien d'autre qu'une croissance basée sur notre capacité à nous endetter. Ma question première est:
Si nous avons autant d'argent stocké qui nous permet d'importer des choses pendant un bon moment, une capacité d'importation élevée, pourquoi on s'endette alors autant? Ça veut donc dire que la monnaie que nous utilisons pour nos transactions ne nous permet pas réellement de vivre avec ça, mais elle nous permet seulement que de vivre à crédit. C'est une monnaie qui garantit le crédit et non le développement. C'est ça le rôle du CFA. On ne peut rien faire avec le CFA. Tout ce qu'on peut faire le CFA, que moi je comprends depuis que le président explique, c'est que c'est le CFA qui nous permet de donner des grands crédits. Donc le CFA n'est qu'une garantie à nous endetter. Si on peut me dire que être endetté est une bonne chose, je suis partant. Mais la question est, comment allons rembourser ces dettes quand on va nous demander de les payer demain? Car ce pourquoi on s'est endetté n'a pas été dans les choses qui vont produire de l'argent demain. C'est ça la question. On a vu que ici, l'autoroute n'a même pas pu s'autosuffire sur le plan financier quand il y a eu des problèmes, parce que le fonds d'entretien routier qui gérait les fonds du péage n'a même pas été capable de trouver de l'argent pour refaire l'autoroute. L'autoroute était abîmée. Ça veut donc dire que nous avons construit des choses qui ne rapportent pas d'argent pour les autosuffire elles-mêmes. Le pont à péage, Bédier est déficitaire depuis la création. On ne parle même pas du métro qui est à venir. Je reviens dessus justement, mais on va d'abord finir le CFA. Moi, je suis quelqu'un de pratique. Je ne suis pas dans la théorie du président Alassane Ouattara. Il fait beaucoup de théories, moi, je suis dans la pratique. Je suppose que c'est une bonne monnaie. Mais pour qui c'est une bonne monnaie? Là est la question. Moi, j'ai toujours dit, ceux qui défendent le CFA, c'est parce qu'ils y gagnent quelque chose qu'ils défendent le CFA. Ceux qui gagnent le CFA ne défendent pas le CFA. Imaginons que nous puissions vendre du cacao à hauteur de 1 million de dollars. Puisque n'oublions pas que les transactions mondiales se font en dollars. C'est maintenant que les Chinois ont imposé leur yuan dans le marché. Sinon, ça se fait en dollars. Ils disent que la France ne gère pas le CFA. C'est ce qu'il nous a dit. Que c'est nous qui gérons le CFA. Allons donc, avec l'exemple du cacao, nous vendons pour 1 million de dollars de cacao. Si c'est nous qui gérons le CFA, pourquoi ce n'est pas nous qui déposons les 50% des comptes de réserve de la BCAO qui se trouve dans le compte d'opération en France, mais c'est plutôt la France qui retient 50% de la transaction effectuée. Et quand la France va retenir une partie de la transaction, elle ne retient pas en dollars. Parce que dans la Banque centrale de France, il n'y a pas de dollars déposés. Ce sont des euros qui sont déposés. Donc la France, son rôle, comme on le dit, c'est de convertir du dollar à l'euro. C'est ce qu'on oublie de nous dire. Le dollar est toujours dévalué par rapport à l'euro. Ils ne vont jamais mettre le dollar au-dessus de l'euro. Jamais les Américains le feront. Ça, c'est une perte pour les Américains. Donc le dollar sera toujours au-dessous de l'euro. À moins que les Européens dévaluent l'euro pour le mettre au-dessous du dollar. Mais pour le moment, le cas de figure que nous avons, c'est que le dollar est toujours dévalué par rapport à l'euro. Donc 1 million de dollars ne font pas 1 million d'euros. Ça fait à peine 900 millions d'euros. 900 000 euros. C'est sur les 900 000 euros de transaction qu'on avait eu à faire maintenant que la France reçoit en son compte qu'elle nous remet 450 000 euros. Et elle garde, d'après nous, dans un compte qui nous appartient selon nous, 450 000 euros. Entre-temps, on va prendre 200 000 euros pour régler des problèmes liés à des grèves des enseignants, car il faut trouver de l'argent en urgence pour payer des choses qu'ils nous demandent. C'est cette partie que moi je ne comprends pas toujours dans son explication au président. Quand il dit que le CFA est une bonne monnaie pour nous les Africains. J'ai 450 000 euros dans un compte d'opération. J'ai bien 200 000 euros. Le rôle des 400 000 euros, c'est de m'aider à garantir le crédit de 200 000 euros que j'allais prendre sur le marché pour régler un problème interne en Côte d'Ivoire. Si quelqu'un peut m'expliquer ce que ça signifie de bon pour les Ivoiriens ou pour les pays de la CEDEAO, je suis partant. Mais avec cette explication que moi je viens de donner de manière pratique sur le CFA, je ne vois en quoi cela est avantageux pour un pays d'aller s'endetter pour 200 000 euros alors que ce pays détient 450 000 euros stockés dans un compte qui, selon lui, lui appartient, mais auquel il ne peut jamais avoir accès. C'est quand même bizarre. Tu gères une monnaie.
et tu n'as pas accès à ton fonds, tu es contraint d'aller chercher des crédits et ton fonds que tu as mis sert de garantie à prendre des crédits sur le marché. Ça, c'est le premier point. Pourquoi aujourd'hui des pays comme la Chine, la Russie et autres disent, et l'Italie, que le CFA n'est pas bon? C'est pas que c'est pas bon pour nos Africains. Soyons sérieux. Les Européens ne nous défendent pas du tout. Ils défendent les intérêts. Il faut que nous admettons cela, que les Occidentaux ne défendent que leurs intérêts. Ils sont tous les mêmes. Que ce soit les Chinois, les Russes, les Italiens, ils sont tous les mêmes. Parce que les Chinois, le cacao qu'ils achètent, je vous le dis, ils l'achètent sur le marché ivoirien. Le café qu'ils achètent, ils achètent le café mondial qui est produit par les Ivoiriens aussi. Donc, ils bénéficient tout du CFA. Mais pour eux, la différence, c'est que ce n'est pas tellement direct qu'ils ressentent quelque chose que je vais vous expliquer. Si les Russes veulent investir en Côte d'Ivoire une usine, par exemple, pour produire, par exemple, de l'énergie atomique, pour alimenter les maisons, les foyers, pour bâtir cette usine, le marché qui est passé en Côte d'Ivoire et la Russie, la France est partie prenante justement à cause des accords du CFA. Parce que les Russes n'ont pas d'euros. Ils seront donc contraints de décaisser l'argent en roubles. Et comme le rouble n'est pas la monnaie que nous allons utiliser pour faire les transactions, il faut que le rouble soit reconverti en euros. Et après maintenant, on va nous remettre cet argent en CFA pour bâtir l'usine en Côte d'Ivoire. Car c'est la Côte d'Ivoire qui va payer les fournisseurs, qui va fournir, et qui va payer ceux qui auront le contrat. Ils vont payer les gens qui ont le contrat avec la monnaie locale qui est le CFA. Et justement, ce ne sera pas de la libre transférabilité des monnaies. C'est pour dire que les usines, les entreprises qui auront le marché pourront transférer sans débourser un rond les fonds depuis les banques de Côte d'Ivoire vers les banques françaises. Le rôle de la France, donc, est de procéder à la conversion du rouble en euros, conversion, opération au cours de laquelle la France prend son pourcentage de conversion comme on le fait partout dans le monde. Donc le taux d'échange qui sera fixé ce jour-là va tenir compte des intérêts liés à la transaction. Et qui empoche les intérêts liés à la transaction, c'est la France. Finalement, ils vont greffer sur un décaissement des roubles une partie qui n'est pas payée par les Russes. Voilà pourquoi ils se plaignent. Ils vont payer plus que prévu en passant par la France que s'ils traitaient directement avec nous. Voilà le problème qui se pose. Le fait que la France soit intermédiaire des transactions dérange les transactions pour ces pays-là. Quand les Chinois veulent rapatrier des fonds et les convertir en yuan, ils le prennent des banques de Côte d'Ivoire et déposent dans les banques de France. Et c'est là que la France va convertir en yuan pour leur donner. Tout ce chemin que ça suit leur fait perdre de l'argent à cause des taux de conversion. Voici leur plainte. Ce n'est pas pour nos beaux yeux qu'ils le font. Et ça les empêche de venir traiter avec nous directement à cause de ça. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas venir payer le cacao en yuan directement avec nous. Ce n'est pas possible. À cause de nos accords que nous avons signés avec la France. Donc je ne vois plus en quoi est-ce que nous sommes avantagés dans un système pareil. On vend du cacao pour 1 million de dollars, disons même 1 million d'euros. La France nous remet 500 000 euros au lieu de 1 million. Alors qu'on a un besoin de 1 million d'euros pour construire un chemin de fer ou même pour construire une université ou même pour construire des hôpitaux. On est contraint, à cause de cet accord de CFA, de prendre d'abord les 500 000 euros, d'aller prendre les 500 000 euros manquants à crédit sur le marché mondial garanti par la France et notre dépôt dans le compte pour pouvoir construire un hôpital à 1 million d'euros. Disons des hôpitaux ou des choses à 1 million d'euros. Donc, quand on veut faire une dépense de 1 million d'euros, on est contraint de vendre le double en fait. Ça veut dire que par rapport aux Ghanéens, quand on vend le même montant de cacao dans la même journée, chacun va recevoir 1 million d'euros. Les Ghanéens auront à leur disposition 1 million d'euros à dépenser et nous, on n'aura que 500 000 euros à dépenser. Si on a le même projet de construire les mêmes universités au même coût, les Ghanéens pourront construire l'université sans prendre du crédit avec quelqu'un, alors que nous serons obligés de construire l'université en prenant du crédit avec quelqu'un. Bon, on sait bien que les crédits pris sont toujours fixés, sont toujours greffés, on greffe toujours dessus un intérêt. Donc, on va pas rembourser 500 000 euros, on va rembourser peut-être 700 000 euros ou 650 000 euros. Alors qu'on avait les millions d'euros sur nous si on était dans le CFA. À cause du CFA, on est contraint de payer maintenant pour la même université que les Ghanéens 1 125 000 ou 1 150 000 euros finalement. Donc au fur et à mesure avec le temps,
des choses nous coûtent beaucoup plus cher. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les entretenir après. On peut construire une université aujourd'hui en 2018, 2019, mais en 2030, on ne pourra pas renouveler le matériel à cause du système de CFA. Car pour acheter le matériel, c'est encore le même processus que pour construire l'université. Donc, on n'aura pas les moyens de renouveler le matériel à chaque fois. Parce que quand on va le renouveler, il va falloir le prendre à crédit. Et le crédit est toujours greffé de son intérêt. Et qui fixe l'intérêt de ce crédit? La même France toujours. Maintenant, revenons au point du métro qu'il a soulevé. Moi, ça ne m'étonne pas. J'avais déjà fait des vidéos sur le métro. J'avais écrit là-dessus, donc on sait de quoi je parle. Il a dit, mais une chose importante, qu'il fait tout son effort pour maintenir dans l'enveloppe qui a été fixée la construction et la mise en œuvre du métro. L'enveloppe fixée ne peut pas être maintenue, mon cher président. La question est là. Soyons sincères. La façon dont le marché du métro a été passé ne permet plus sa confection ou sa réalisation dans l'enveloppe qui a été fixée. C'est impossible. C'est pour ça qu'il a besoin de négocier fort. Même s'il va augmenter l'enveloppe budgétaire allouée au métro, qui va supporter le supplément? Je pense que c'est cette question qu'il a débattu avec Macron. Car s'il veut faire supporter le supplément par les populations ivoiriennes, cela voudra dire qu'il va imposer plus de taxes aux Ivoiriens. Il va donc paupériser plus la population. Ça risque de créer beaucoup plus de grain social à l'horizon 2020, chose qui n'est pas bon pour sa publicité. Il veut entamer 2020 avec un pays où il n'y a pas de grève, il n'y a pas de remous sociaux. Or, s'il veut faire le métro forcément commencer avant 2020, il ne peut pas, l'enveloppe qui a été fixée ne peut pas maintenir le métro, c'est impossible. Il faut qu'on soit certain. La raison, je vais l'expliquer maintenant. Le marché qui a été passé avec un groupe de concessionnaires, un groupe de constructeurs, dont 2 étaient d'Asie. Je pense qu'il y a Hyundai et une société du Vietnam. Après qu'on ait attribué le marché, qu'on ait fait le lancement des travaux du métro par Macron et le président lui-même, il s'est trouvé que des compagnies qui avaient été retirées du métro pour leur incompétence, qui sont les compagnies françaises, ont été ramenées et ont remplacé les 2 compagnies asiatiques dans le processus. Ce qui a donc gonflé l'enveloppe du budget du métro. Voici la raison pour laquelle il se bat pour forcer ces nouvelles entreprises qui sont entrées dans le système à maintenir l'enveloppe qui a été fixée, car les Asiatiques sont moins chers que les Européens pour les mêmes travaux. Donc, les nouvelles compagnies françaises, j'oublie un peu le nom, qui avaient été éliminées pour leur incompétence, elles ne répondaient pas aux critères du métro, ont été remis en selle après qu'on ait eu le marché attribué à ce groupe-là, Star. Donc, Star, qui est une société française, dont sont membres certains Ivoiriens, dont je ne dirai pas le nom, a décidé donc d'éliminer Hyundai et l'autre société vietnamienne pour intégrer, c'est Alistar ou je ne sais pas quoi là, pour intégrer 2 compagnies françaises qui avaient été éliminées du fait que ces compagnies ne répondaient pas aux critères du métro. Et ces compagnies ont fait greffer leur surplus sur le coût du métro initialement prévu, qui est très cher déjà. Plus de 1000 milliards, c'est déjà trop pour un métro de ce genre de 34 km seulement, c'est trop pour une ligne. Conclusion, ADO ne pourra pas empêcher que l'enveloppe réservée au métro ne soit pas augmentée. Ce qui lutte actuellement, c'est où trouver le surplus d'argent qui est venu se greffer à ce qui était déjà fixé avant. On voit donc déjà que le problème du métro est déjà un os dans la gorge des Ivoiriens avant même qu'ils aient vu les premiers rails même être posés. Car je vous rappelle, il y a 2 tronçons, 2 routes. Une qui va d'Anyama à Port-Boué. C'est pas pour ça va à Bassam, ça m'a étonné que ça n'arrive pas à Bassam. Et la seconde ligne qui va de Yopougon à Bingerville. J'ai fait des enquêtes et les écartements des lignes du métro sont les mêmes que des lignes de train ordinaires. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, Bolloré avait tenu le marché de refaire le tronçon et doubler les voies de Port-Boué à Anyama. Ça m'a étonné. Et ça a coûté plus de 300 milliards de francs CFA aux 3 pays africains, Burkina, Niger, Côte d'Ivoire, pour refaire le chemin du fer. Mais ça n'a même été fait qu'à présent. On sait de même qu'ils ne vont pas construire forcément de nouveaux rails pour le métro. Ils vont se servir en grande partie, ce qui est marqué dans le contrat, du chemin de fer déjà existant en Côte d'Ivoire entre Anyama et Port-Boué,
qui vont essayer de renforcer pour faire la prendre le métro. Donc, on a déjà nous-mêmes une portion du tronçon du métro déjà installée avant même qu'on parle de métro en Côte d'Ivoire. Pourquoi donc un aussi coût élevé pour un métro dont une partie du tronçon est déjà établie par nous-mêmes depuis trop longtemps? C'est ce qui montre que cette affaire de métro est une arnaque. De qui, personne ne sait, mais c'est une arnaque. Nous avons été arnaqués dans cette affaire de métro. Les raisons vont être publiées sûrement dans les années à venir. Mais on sait que les Ivoiriens vont souffrir bientôt sur le plan social. Car le président ne va pas laisser tomber l'affaire du métro. C'est un projet grand pour lui. Il va donc tout faire pour trouver de l'argent, pour compléter ce qu'il faut compléter pour que le métro soit enfin construit. Quitte à augmenter les taxes. Et ça a déjà commencé. Car on vient d'apprendre que pour les transactions sur les Money Orange, les Orange Move ou les Money Orange, les Move et MTN qui font les transferts d'argent mobile, il y a une taxe à ajouter qui augmente les frais d'envoi de l'argent. Alors que l'État ne garantit pas la sécurité des transferts. L'État taxe les transferts et ne prend aucune loi pour que les vols qui ont lieu à ce niveau soient punis. C'est grave. Déjà, on ne s'occupe pas de sécuriser les Ivoiriens, mais on s'occupe de pousser dans leur poche le peu qu'ils ont déjà. On ne se prive pas de vider leur poche en créant des taxes partout. Je ne vais pas m'étaler sur l'affaire du CIE. Les gens, beaucoup ont déjà expliqué, mais c'est sur ces deux points que je vais m'expliquer pour faire comprendre aux Ivoiriens que d'ici 2020, la pauvreté va encore plus se développer chez les Ivoiriens. Car le CFA nous empêche de nous développer. Et de deux, l'État a mis des projets d'avant-garde qui l'obligera à ponctionner plus dans nos porte-monnaies pour réaliser ces projets dont eux seuls sont les bénéficiaires. Sur ce, je souhaite une très bonne semaine à chacun et à chacune et que le Seigneur nous garde très longtemps pour que nous voyons la suite de tout ce qu'il va donner demain. Car d'ici la fin de l'année, les remous vont commencer et on saura de quoi il s'agira. Bonne semaine à tous et à toutes.